C'est le moment de recevoir Éric Aubin. Bienvenue Éric Aubin, derrière ce micro. Merci, bonjour. Membre très actif à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Alors c'est vrai que vous abordez différents sujets. Vous mettez en garde les auditrices et les auditeurs contre différentes arnaques. Alors notamment quand on veut acheter un véhicule d'occasion. Exactement. On a aujourd'hui on est très sollicité à l'UFC Que Choisir aujourd'hui avec les véhicules d'occasion. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a moins de véhicules neufs, parce qu'ils sont moins disponibles, parce qu'il y a eu des pénuries de matières premières. Donc les gens se sont rabattus beaucoup vers les véhicules d'occasion. Du coup, plus d'achats et également plus de litiges. Et ça nous permet de mettre l'accent quand même sur la vigilance qu'il faut avoir quand on achète un véhicule d'occasion. On a vu d'ailleurs, alors on va peut-être commencer, je peux vous donner une histoire, peut-être je vais vous raconter une histoire, Jean-Christophe. L'histoire d'une dame, Madame M, qui achète une Mini Cooper Countryman qui date de qui a été mise en circulation fin 2017, donc 2018, qui a 17 000 km lorsqu'elle l'achète. Elle fait 20 000 km en 2 ans. En juin, elle tombe en panne. Donc juin, effectivement, 2023, elle a une perte d'accélération. L'accélérateur ne marche plus, donc elle se met sur le côté, elle se fait dépanner. Son garagiste lui demande 200 € pour faire un diagnostic. Et puis ensuite, il faut faire la dépose de la boîte de vitesse, c'est 350 € en plus. Et puis finalement, il va falloir changer le volant moteur et l'embrayage. Et là, ça va être un devis de 2 800 € à peu près. Je vous arrondis les chiffres. Et donc, évidemment, à ça s'ajoute la pénibilité, le fait de devoir prendre un véhicule de remplacement parce qu'elle se déplace, cette personne. Donc elle loue, elle a des frais supplémentaires et elle se voit reprocher en fait de mal conduire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'embrayage ne marche plus, c'est parce qu'elle n'embraye pas bien et elle appuie sur l'accélérateur en même temps que sur l'embrayage. Alors évidemment, quand le garagiste lui dit ça, elle lui demande des preuves, il ne peut pas le dire, il dit non mais si, c'est ça, et donc c'est à vous de prendre en charge les 2 800 €. Donc elle se tourne vers l'UFC Que Choisir parce qu'elle est un petit peu démunie, et donc là c'est là qu'on va commencer à prendre le dossier. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va écrire un courrier recommandé auprès du vendeur pour lui dire l'argument, il faudrait que vous nous apportiez des preuves concrètes du fait que c'est de la faute de Madame M, parce que appuyer sur l'embrayage et l'accélérateur, je veux bien, mais dans les voitures qu'elle a eues auparavant, qu'elle a amenées à plus de 200 000 km, elle n'a jamais eu de problème d'embrayage. Donc là, c'est peut-être qu'elle a le pied lourd brutalement, mais ça paraît un petit peu sévère quand même. On va également, et là c'est intéressant, et on verra que c'est dans les recommandations quand on achète un véhicule d'occasion, on va aller chercher des sources. Et on s'aperçoit qu'il y a d'abord des sources fiables, techniques, dans des journaux spécialisés d'ailleurs, qui disent que clairement, la durée de vie moyenne d'un embrayage, c'est à peu près 150 000 km. Donc c'est pas 37 000 km. On en est loin, 150 000 km. Qu'il est conseillé de faire vérifier l'embrayage tous les 60 000 ou 80 000 km. Ok, bon, on est toujours loin. Il faut que, dans le cas où il y a un problème qui viendrait du volant moteur, le volant moteur, lui, il a une durée de vie de 200 000 km environ. Alors, tout ça fait qu'on cumule ces sources et on s'aperçoit qu'effectivement, la source la plus intéressante derrière les éléments techniques, c'est dans des forums et via la presse où on s'aperçoit que c'est un défaut récurrent, c'est un vice caché récurrent sur ce type de véhicule. Et donc là, on a matière à pouvoir se tourner vers le vendeur, donc le garage, pour lui dire, écoutez, c'est un vice caché, vous prenez en charge, c'est bien vous qui devez prendre en charge la réparation. Donc, effectivement, vice caché. Alors, on est au-delà des 2 ans de garantie, donc évidemment, parce que vous savez que la garantie pour vice caché, il faut l'avoir détecté dans les 2 ans, et qu'on a ensuite 12 mois, au-delà de la première année, on a 12 mois pour faire la preuve que c'est bien un vice caché, parce que dans la première année de la garantie, c'est au constructeur de faire la preuve. Et donc là, on est légèrement au-dessus. Mais on sait que si elle saisit le tribunal de grande instance en montrant en plus le préjudice qu'elle a eu à titre personnel, donc en se portant partie civile, il y a quand même de grandes chances qu'elle emporte gain de cause. Donc
On fait un courrier recommandé, on en est là dans l'action de l'UFC Que Choisir. Notre bénévole qui a pris en charge le dossier a fait un courrier recommandé au garage en leur disant, en leur expliquant les choses, en leur demandant les preuves, en leur demandant également qui est le médiateur par qui on peut passer. Ce sera la deuxième étape. Et puis si ça se passe toujours pas bien ou qu'il n'y a pas de médiateur, ce sera une plainte auprès de la DGCCRF et effectivement un recours en justice. Voilà, donc il faut... voilà, il y a une procédure qui est un petit peu lourde, mais je dirais que le premier élément au vu de cette histoire, c'est d'abord de commencer par aller s'informer sur ce qu'on achète et est-ce qu'il existe des vices cachés, par exemple, récurrents sur ce type de véhicule. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte lorsqu'on veut acheter un véhicule d'occasion. Il faut voir le budget, voir aussi le prix par rapport à la cote du véhicule. Exactement. En fait, d'abord, on doit se donner à soi-même un budget. Parce que on va toujours avoir tendance à déborder un petit peu. Donc il faut quand même qu'on se donne un budget et qu'on se limite dans ce budget-là. Une fois qu'on a déterminé le budget, on va évidemment regarder les annonces et on va comparer par rapport aux Argus, par rapport au prix. Ça se joue à quelques centaines d'euros. Les prix sont assez régulièrement fixés. Si on passe par des collaborateurs, vous savez, les collaborateurs sont les salariés des entreprises, des constructeurs, des entreprises de grandes marques qui peuvent bénéficier d'un véhicule avec des prix évidemment collaborateurs et qui ont le droit au bout de 6 ou 8 mois de revendre ces véhicules. Moi, à titre personnel, j'ai régulièrement acheté des véhicules collaborateurs, ça permet d'avoir 15 ou 20% de moins. Et il y a même des sites, maintenant c'est pas du tout quelque chose de caché, il y a des sites collaborateurs. Si vous tapez, je donne une marque comme ça au hasard, Citroën véhicule collaborateur, vous allez avoir un site où tous les collaborateurs de Citroën qui ont un véhicule collaborateurs et qui sont au-delà des 6 mois vont mettre en vente leur voiture. Donc ça, c'est une astuce intéressante. Ensuite, il faut regarder si on est dans le prix du marché. Il faut vérifier que... deuxième point, c'est vérifier... C'est quasiment la première question. Le véhicule m'intéresse, il est dans mon budget. J'ai vérifié qu'il n'y a pas de vis caché reconnu sur ce véhicule-là. Les forums permettent de le savoir. Les forums permettent de le savoir. Ah bah oui, quand vous avez la fenêtre conducteur qui tombe en rade, comme c'était le cas sur les Mégane, au bout de 6 mois, et que tout le monde s'en plaint, on se dit que c'est un vis caché. Oui, il y a la presse aussi. Vous indiquiez tout à l'heure une presse spécialisée. Exactement. Ça peut être une source. Exactement. Et la presse spécialisée. Il y a plusieurs supports médias qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très très sérieux, vraiment très rigoureux. Ensuite, on va faire attention. Alors, le suivi. Voilà, le suivi et l'entretien. Il y a un historique avant, oui. Oui, exactement, parce que l'idéal, c'est d'avoir un véhicule qui a été entretenu dans un garage ou dans une concession de la marque. C'est un peu fini de pouvoir faire sa vidange soi-même. Alors avant on pouvait, mais maintenant c'est quand même pas trop recommandé parce que c'est un jeu de domino, ça crée d'autres choses. Donc il faut vraiment vérifier ça, qu'il y a eu un entretien sérieux, qu'il y a bien le tampon, qu'il y a bien le nombre de kilomètres marqués à chaque phase de l'entretien, parce que derrière il y a 10% d'arnaque au compteur kilométrique. La France n'est pas très bien placée pour ça. On est 3e pays sur lequel il y a un trafic. Et le pire, je crois que c'est l'Estonie avec 25% de trafic sur les compteurs. Donc voilà. Mais en France, effectivement, il y a 10% des compteurs qui sont trafiqués. Or, on peut repérer ça comment ? Alors, on va regarder justement le carnet d'entretien. On peut aussi aller chercher un petit peu dans le moteur ou du côté de la porte passager, vous savez, sur le bord. Parfois, le garagiste qui a fait l'entretien va mettre un sticker, un autocollant. S'il a par exemple changé une pièce du carburateur, il y aura peut-être un autocollant à côté avec le nombre de kilomètres. Voilà. Évidemment, on va demander la carte grise, on va vérifier que la voiture appartient bien à la personne, que c'est bien la bonne immatriculation, que ce n'est pas une voiture recomposée. Ça, c'est l'autre élément, c'est qu'il y a du maquillage. C'est-à-dire qu'on fait une voiture avec des pièces de plusieurs voitures de la même marque, mais enfin, on refait. Et donc, effectivement, là, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation récemment qui disait, attention, si c'est du maquillage, là, pour le coup, il faut rembourser le véhicule. Donc, les kilomètres, on l'a dit. Il faut savoir que le gouvernement a mis en place un service qui s'appelle Histovec. Histovec, c'est en fait quand vous allez au contrôle technique. L'historique du véhicule. C'est ça, exactement.
quand vous allez faire votre contrôle technique, il va y avoir toute une série d'informations qui vont être rentrées dans cette base de données Histovec. Et là, vous allez pouvoir y accéder et donc vérifier le kilométrage, etc. C'est ce qui fait qu'avec le Carpass, la Belgique n'a quasiment aucun trafic de compteur kilométrique parce que justement tout est enregistré dès l'achat de la voiture, enfin dès la mise en circulation de la voiture. On s'en tient au montant qui est affiché dans l'annonce, parce que parfois le vendeur va essayer de dire oui mais il y a telle option. Non, c'est tel montant, je veux pas plus. On fait un essai routier si c'est auprès d'un particulier. Alors qui est-ce qui conduit Alors, le propriétaire d'abord ou nous-mêmes? Alors l'idéal c'est que ce soit le propriétaire d'abord. Parce qu'on va voir un petit peu comment il conduit, s'il prend les virages sur les chapeaux de roue. Ça dit quelque chose, notamment au niveau des cardans ou de l'usure. Exactement. Ensuite, on va conduire soi-même, on va le prévenir, on va lui dire « Ok, je monte à 40 km/h, je lâche le volant, je regarde comment la voiture se comporte. Évidemment, je ne suis pas dans une situation de danger quelconque. Je vais donner un coup de frein un peu brutal pour voir... Je regarde bien dans le rétroviseur, je vais donner un coup de frein brutal, je le préviens avant pour voir si la voiture va faire un écart. Voilà, je fais quelques tests pour vérifier l'équilibrage et voilà. On essaie de se garder en créneau aussi. On peut essayer de se garder, voilà, exactement, pour voir si on entend des bruits, si on détecte des signaux un petit peu alarmants. Il faut prévoir 30 minutes pour ça, pour être. Voilà, pour faire le tour d'une voiture, il faut prévoir 30 minutes. Avec l'essai, plus le fait de regarder, parce que si vous regardez bien la carrosserie, alors c'est pas tellement la petite égratignure, celle-là, elle fait partie de l'usage, donc on va pas demander une réduction de prix là-dedans. Mais enfin, si vous voyez qu'il y a plusieurs signes qui montreraient qu'il y a eu un ponçage, c'est peut-être qu'il y a eu un accident. Et donc, on va poser la question, est-ce qu'il y a eu un accident ? On cherche à dissimuler des... Voilà. S'il y a eu un accident, c'est pas forcément mauvais. Hein, oui. Mais que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires et que le vendeur le dise de façon honnête. Voilà. Ça m'a fait penser à un sketch des Inconnus en préparant l'émission, Eric Aubin. Il ne faut pas acheter une voiture dans un sous-sol ou à la tombée de la nuit. Notamment sous l'éclairage d'un réverbère. Oui, exactement. Ou sous la pluie, parce que ça fait briller, elle est très belle sous la pluie. Et l'émission, voilà, pensez au sketch auquel aussi, je pense. Bref, il y a du bon sens à avoir pour bien voir la voiture en plein jour. C'est ça. Et typiquement, quand vous louez, par exemple, une voiture, alors je m'écarte un petit peu du véhicule d'occasion, mais quand vous louez un véhicule, alors moi, ça m'arrive assez souvent de louer une voiture, je vais la chercher dans un parking. Le parking, il est mal éclairé, c'est du néon, c'est de la mauvaise... Donc je sors toujours du parking, je m'arrête à la sortie à la lumière du jour et je refais un tour du véhicule et je prends en photo tout ce que j'ai peut-être raté. Et même d'ailleurs si je vois rien, je prends en photo quand même parce que sur la photo je pourrais agrandir en disant oui mais attendez c'est pas moi qui ai fait ça, regardez j'agrandis la photo, moi il y avait rien quand j'ai pris la voiture. Voilà, on se protège un petit peu mais on le fait à la lumière, on le fait effectivement dans les bonnes conditions. Voilà, bon, ensuite, c'est comme vous dites, c'est du bon sens, c'est-à-dire que on va pas donner nos coordonnées bancaires, on va pas donner un acompte, parce que parfois on va dire, oui, mais attendez, j'ai d'autres personnes intéressées, si vous me faites un acompte de 500 €, je vous réserve la... Non, pas du tout, il n'y a pas d'acompte à donner, voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires. Éviter de payer par Internet, via Internet. On va éviter de payer par Internet, absolument. Ouais. Absolument, vous savez, avec ces possibilités d'envoyer de l'argent avec MoneyGram, Western Union, non, ça c'est auprès des gens qu'on connaît, ça veut dire aussi que peut-être la personne qui vend, pas en France. Elle n'est pas en France. Ouais. Et donc on aura du mal à se retourner contre elle s'il y a un problème. Faut garder voilà. Tous les documents aussi. On garde absolument tout, on est vigilant, on est de bonne foi, on veut s'adresser à quelqu'un d'honnête. Si on a le moindre doute, on n'achète pas. Ça c'est plus facile. Ça, c'est le principe. On fera... Dites-vous bien qu'on vous laisserait pas passer une bonne occasion parce que vous avez eu un doute. Voilà, ce sera une mauvaise occasion si vous la prenez, donc ne la prenez pas. Eric Aubin, de plus en plus d'arnaques à la carte bancaire. Alors oui, à la carte bancaire, c'est le deuxième sujet qui est aujourd'hui de plus en plus fort à l'UFC Que Choisir. On a de plus en plus d'éléments. Alors je vous ai réservé, rien que pour vous et rien que pour nos auditeurs, une petite histoire que j'ai trouvée, mais qui montre à quel point aujourd'hui on n'est plus du tout dans les arnaques d'il y a 5, 6, 10 ans. Bon, c'était des arnaques, c'était grossier, on voyait bien les arnaques au sentiment, ou alors l'héritage qu'un notaire voulait vous faire... Je suis malade, j'ai un cancer, mais je souhaite te faire profiter de l'héritage. Voilà, c'est ça, ou alors je suis à l'étranger, ma boîte mail est en panne, est-ce que tu peux m'envoyer 200 €? Enfin, bon, tout ça c'était gros, on le savait, ça... Maintenant, c'est vachement plus fin. C'est-à-dire qu'ils sont très malins et ça va sur... Et c'est ça qui m'étonne, moi, le plus, c'est qu'on est sur du contact.
Et là, vous avez un récit. J'ai un récit, j'ai une histoire à vous Aussi une raconter. histoire, ouais. Je vais vous la lire telle que notre adhérente nous l'a Donc, c'est donnée. du vécu. On est bien Elle nous d'accord. dit, mercredi dernier, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un disant qu'il appartenait à une entreprise appelée Express Courrier, le nom pouvant probablement varier. Il m'a demandé si j'allais rentrer à la maison parce qu'il avait un paquet pour moi qui nécessitait une signature. Jusque-là, tout va bien. L'appelant me dit que la livraison arriverait chez moi dans environ 1 heure. Effectivement, environ 1 heure plus tard, un livreur en uniforme est arrivé avec un beau panier de fleurs et une bouteille de vin. C'est plutôt charmant. J'ai été très surprise car il n'y avait pas d'occasion spéciale ni vacances et je ne m'attendais à rien de tel. Intrigué, j'ai demandé qui était l'expéditeur. Et le livreur a répondu « Ah ben moi je sais pas, moi je fais que livrer le colis ». Apparemment, il y avait une carte de vœux qui était envoyée séparément. Bon, à la fin de l'histoire, on saura que la carte n'est jamais arrivée. Il a ensuite expliqué que parce que alors, accrochez-vous, parce que c'est logique et c'est normal et c'est bien fait. Parce que le cadeau contenait de l'alcool, il y avait des frais de livraison vérification de 3,50 € pour fournir la preuve qu'il avait effectivement livré le colis à un adulte et pas seulement laissé sur le pas de la porte, où il pourrait à ce moment-là être volé ou emprunté par n'importe qui, en particulier par un mineur. Donc ça semblait logique et je lui ai proposé de payer en espèces. Mais il m'a déclaré que la société de livraison exigeait que le paiement se fasse uniquement par carte de crédit afin que tout soit correctement comptabilisé. Ce qui aiderait à conserver un enregistrement légal de la transaction. Mais c'est vachement bien fait. Jusque-là, on n'a rien à dire. C'est parfait. Il a ajouté, encore plus fort, les livreurs ne transportent pas d'argent liquide pour éviter les pertes ou être cible de vol. Quoi de plus logique? Ouais. Donc effectivement, le mari de cette dame, donc elle dit mon mari qui se tenait à ce moment à côté de moi a sorti sa carte de crédit et le livreur lui a demandé de glisser la carte sur une petite machine à carte mobile, ce qu'on appelle un TPE, avec un petit écran et un clavier. Mon mari a été invité à entrer son code secret, il a reçu un ticket qui a été imprimé, il a reçu également une copie de la transaction, le livreur a précisé que tout était en ordre et il nous a souhaité une bonne journée avant de partir. Horrible surprise, entre le jeudi et le lundi suivant, 4 000 € avaient été débités sur notre compte. Ça pique. Ça pique, oui. Apparemment, le lecteur de carte de crédit mobile que le livreur transportait avait enregistré toutes les informations nécessaires pour créer une carte factice, avec tous les détails de notre carte, y compris le code secret. Après avoir découvert les transactions illégales sur notre carte, nous avons immédiatement informé la banque qui nous a émis une nouvelle carte et notre carte piratée a été bloquée. Et nous sommes aussi, personnellement, nous nous sommes adressés à la police où il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'une arnaque car plusieurs autres ménages avaient été touchés de la même manière. Conclusion. Méfiez-vous de l'acceptation de tout colis ou cadeau surprise auquel vous ne vous attendiez pas et que vous n'avez pas commandé personnellement, surtout s'il s'agit d'un paiement quelconque comme condition de réception du cadeau ou du colis. De plus, n'acceptez rien si vous ne savez pas qui est l'expéditeur. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui vient en uniforme avec un camion de livraison, qui vient présenter un colis pour pouvoir prendre votre carte sur une machine, effectivement, qui va copier la carte, qui va prendre toutes vos données pour pouvoir... On arrive quand même à une forme de délinquance... Mais c'est... Alors, la police appelle ça... c'est de la délinquance astucieuse. C'est malin, mais c'est très malin. Et c'est incroyable de se dire qu'il y a un contact physique. Évidemment, on peut supposer que la plaque d'immatriculation sera pas repérable, qu'elle a peut-être été volée, on peut tout imaginer, parce que les gens vont pas être tracés. Ils vont faire ce qu'il faut pour pas donner de traçabilité. Mais attention, maintenant, on est sur du contact physique. Si vous n'êtes pas sûr de la personne que vous avez en face de vous, vous ne donnez pas vos coordonnées bancaires, vous ne donnez rien. Et on a des exemples incroyables sur le sujet. Et celui-là, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous parce qu'il est particulièrement intéressant, je trouve, dans l'évolution des choses. Alors, il y a des permanences du FC Que Choisir à Saint-Malo? Il y a des permanences, justement. Si vous voulez venir, si vous avez besoin de notre support et de notre aide, vous pouvez nous contacter au 02 99 56 80 47 et on est au 8E rue de Moka à Saint-Malo. Merci beaucoup Eric Aubin pour toutes ces précisions. On se retrouve la semaine... On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà, cette fois-ci, c'est vrai que vous êtes en déplacement. Merci encore une fois. Et puis le 11-12, c'est après-demain. Merci à chacune et à chacun pour votre fidélité au 11-12. Prenez soin de vous, à bientôt.